Adopté en 2011, le plan métropolitain d'aménagement et de développement du Grand Montréal propose une vision concertée, planifiée sur un horizon de 20 ans pour développer des municipalités attrayantes et dynamiques en s'inspirant des principes d'un développement durable. Ici, on pense aménagement, transport et environnement. En 2031, le Grand Montréal accueillera 4,3 millions d'habitants, soit 530 000 personnes de plus qu'aujourd'hui. 150 000 nouveaux emplois seront créés. Pour accueillir cette croissance, il faudra d'abord s'assurer que chaque ménage ait accès à un logement décent. Il faudra aussi développer dans toutes les municipalités des ensembles urbains, sécuritaires, densifiés et mieux desservis par des services de proximité. Redessiner la ville sur la ville. Créer des milieux de vie à dimension humaine où il fait bon vivre. Des quartiers conçus selon le modèle TOD, Transit Oriented Development, aménagés en lien avec le transport en commun. Aujourd'hui, 25% des gens prennent le transport en commun. Dans 10 ans, ce sera 30. Et en 2031, 35% de la population voyagera chaque jour sur le réseau de transport en commun. Pour y arriver, nous développerons un réseau métropolitain de transport collectif accessible, rapide et flexible, diminuant d'autant l'usage de l'automobile et les gaz à effet de serre. De plus, un réseau de pistes cyclables et pédestres sera déployé sur l'ensemble du territoire. Le territoire agricole du Grand Montréal, protégé et mis en valeur, sera désormais reconnu et célébré comme une composante essentielle de l'écosystème métropolitain. Le potentiel agricole de la région sera pleinement exploité, tandis que l'agriculture urbaine offrira des avantages indéniables. Avec la mise en place de la trame verte et bleue, les espaces naturels, dont les collines montérégiennes, auront été mis en valeur et préservés. Ainsi, nous aurons posé des gestes significatifs pour renaturaliser les berges, protéger les zones inondables et faire la mise en valeur de nos boisés. Nos espaces bleus permettront désormais la baignade. Le Grand Montréal se distinguera par sa qualité de l'air et de l'eau. En 2031, nous profiterons des fruits d'un développement planifié sur 20 ans. La région sera réputée pour offrir un cadre de vie exceptionnel. Un fort sentiment d'appartenance contribuera au dynamisme du Grand Montréal. Nous serons dans le peloton de tête des régions métropolitaines d'Amérique. Avec la réalisation du premier plan métropolitain d'aménagement et de développement, toute la communauté métropolitaine de Montréal aura bel et bien réussi son pari. De bâtir une région compétitive, attractive et durable. Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion.
Bonjour, je me présente. Suzy Peet, coordonnatrice exécutive à la planification du territoire métropolitain de la CMM, et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui et d'animer ce tout premier webinaire de l'Agora métropolitaine 2021 sur la gestion de l'urbanisation dans le Grand Montréal. À l'aube du 10e anniversaire de l'adoption du PMAD, la 4e édition de l'Agora métropolitaine prend cette année le format d'une série de webinaires consacrés aux défis et aux enjeux liés à l'aménagement du territoire du Grand Montréal. Cette série de webinaires se veut aussi une contribution de la CMM aux travaux du gouvernement du Québec qui viennent de s'amorcer concernant une stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. Au cours des prochaines semaines, vous serez conviés à participer à une série de webinaires qui tournera autour des thèmes comme la croissance urbaine, la mobilité et le financement, qui portera notamment sur la diversification des sources de financement pour le transport en commun, l'aménagement des milieux de vie, où il sera question des quartiers TOD et de la trame verte et bleue, la ruralité et la sécurité alimentaire, qui fera état du programme d'aide aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole, et aussi la résilience et la transition écologique. Alors, si on revient à l'événement d'aujourd'hui, ce premier webinaire met donc la table pour les prochaines, et en vous permettant de vous familiariser avec la planification du territoire qui s'effectue dans le Grand Montréal, d'en apprécier le bilan que l'on en fait et d'entrevoir aussi les défis et enjeux pour les années à venir. La formule pour aujourd'hui prévoit 2 présentations qui seront par la suite commentées et finalement une table ronde. J'aimerais aussi préciser que vous, chers participants, vous serez interpellés tout au long du webinaire à répondre à quelques questions qui apparaîtront à votre écran et vous êtes aussi invités à soumettre vos questions pour la table ronde qui se tiendra à la fin du webinaire. Pour ce faire, vous devez quitter le mode plein écran et vous référer aux onglets Slido et commentaires qui apparaissent à votre écran. Nos commentateurs aujourd'hui sont Mme Florence Jonca-Adenau et M. Jérôme Normand qui ont co-présidé l'édition 2018 de l'Agora métropolitaine. Pour les présentations, Mme Jonca-Adenau est directrice du Forum Urba 2015-2025 et professeure associée à l'UQAM. Elle a été présidente à la Société immobilière du patrimoine architectural et première présidente fondatrice de l'Agence métropolitaine de transport. Elle a coprésidé depuis 2011 les Agoras métropolitaines et s'intéresse à la dynamique intégrée du développement urbain et des transports, ainsi qu'aux arts et patrimoine dans la cité, dont elle a fondé plusieurs organisations, et à la gouvernance des grands projets. Elle est détentrice d'un doctorat en sciences économiques et fellow du Cyrano. M. Jérôme Normand, quant à lui, est conseiller de ville du district Sauve-Récollet dans l'arrondissement Huntsic-Cartierville. Il est à la CMM, membre du conseil et président de la commission de l'aménagement. Au sein de la Ville de Montréal, M. Normand siège notamment à la commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs. Auparavant, il a été directeur général d'Environnement Jeunesse, qui est un organisme provincial spécialisé en éducation environnementale et en participation citoyenne. Il a aussi été président du Front commun québécois pour une gestion écologique de déchets et vice-président de la Maison du développement durable. Alors, sans plus tarder, je leur cède la parole pour un mot d'introduction, mais tout juste avant, je vous invite à prendre connaissance qu'il y a une question qui vous est adressée, une question du public, à savoir si vous aviez déjà participé à la dernière Agora. Donc, je vous inviterai à en prendre connaissance et à y répondre pendant le mot d'introduction des coprésidents. Alors, Mme Jonca-Adenau et M. Normand, je vous cède la parole. Alors, bon vendredi. Je suis heureuse de vous revoir virtuellement avec mon collègue Jérôme Normand pour cette 4e Agora métropolitaine. J'ai eu le privilège de participer dès 2010 à la naissance du PMAD, riche de discussions actives et créatives. Aujourd'hui, 10 ans après, quel bilan fait-on des travaux du PMAD? C'est ce que nous saurons au cours des prochaines minutes. Mais la dernière Agora métropolitaine, l'Agora 2018, s'était conclue sur l'importance d'accélérer la cadence pour atteindre les objectifs du PMAD, qui a été adopté en 2011, mais avec un horizon pour 2031. Les impacts des changements climatiques, de la congestion routière croissante, la reconnaissance du territoire comme la richesse collective de la région métropolitaine pour créer des milieux de vie mieux aménagés, partageant l'espace public et les services, préservant les milieux naturels et agricoles,
avec des ressources limitées, avait été parmi les conclusions fortes pour accélérer la cadence des actions. En effet, Florence, pour accélérer la cadence, les recommandations de l'Agora en 2018 ont été colligées par la Commission de l'aménagement de la CMM. Puis ensuite, au printemps 2019, il y a un plan d'action 2019-2023 du PEMAD qui a été adopté. Plusieurs des mesures qui sont proposées depuis ce temps-là ont été réalisées. Je vous en nomme quelques-unes. La mise sur pied d'une table métropolitaine sur la culture, d'une table métropolitaine sur le patrimoine, l'élaboration d'un plan métropolitain de développement agricole, d'un programme pour la protection du territoire agricole, d'une phase 3 du programme TOD et d'une phase 2 du programme de la trame verte et bleue. C'est pas rien. 2 ans et demi après la dernière Agora, avec, on va se le dire, une pandémie d'1 an à travers ça, puis qui n'est pas tout à fait finie, on va tenter de faire le point aujourd'hui et lors des prochains webinaires sur la gestion de l'urbanisation dans le Grand Montréal. On peut aussi se demander quelles leçons il faut tirer de 10 années de mise en œuvre du PEMAD. La série de webinaires organisée dans le cadre de l'Agora métropolitaine 2011, ce printemps, va certainement apporter un certain nombre d'éléments de réponse à ces questions pour la région métropolitaine de Montréal. Cependant, moi, je voudrais insister et attirer l'attention sur un nouveau contexte qui est en train de se dessiner et qui va interpeller tous les acteurs de la région métropolitaine de Montréal. Le gouvernement du Québec vient d'annoncer, en janvier 2021, il vient de lancer ce qu'on appelle une conversation nationale sur l'aménagement des territoires du Québec. La démarche gouvernementale vise à doter le Québec d'une stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires du Québec, dont l'adoption est prévue pour le printemps 2022. Pour débuter notre série de webinaires, on va s'intéresser donc au portrait de la gestion de l'urbanisation dans le Grand Montréal, tel que révélé par le plus récent rapport de monitoring du PEMAD, que vous pouvez d'ailleurs retrouver déjà sur le site de la CMM. Je vous invite à le consulter. On va vous en faire la présentation juste un petit peu plus loin. Puis on va s'intéresser aussi à un enjeu donc à surveiller de près, l'étalement urbain au pourtour de la CMM, donc en territoire périmétropolitain, un territoire qui n'est pas soumis au PEMAD. Merci Florence et Jérôme. Maintenant, à tous les 2 ans, la CMM assure un suivi de l'état d'avancement du PMAD en publiant son rapport de monitoring. Philippe Rivet, qui est responsable de l'Observatoire Grand Montréal à la direction des politiques et interventions et développement de la CMM, va nous présenter la 4e édition du rapport de suivi du PMAD qu'il a préparé tout au long de la dernière année. Mais auparavant, on va procéder avec le directeur général de la CMM, M. Massimo Iazzoni, qui va nous parler de la situation de l'urbanisation en périphérie de la région métropolitaine et des enjeux que cette situation soulève pour la CMM. Ces 2 présentations seront suivies d'un commentaire des coprésidents de l'Agora 2018, Mme Jonca-Adenau et M. Normand. Alors, Massimo, je te cède la parole pour débuter la présentation. Merci. Alors, merci beaucoup, Suzy. Très content qu'on initie ces agoras virtuelles. Merci à Florence et à Jérôme d'être encore nos coprésidents virtuels pour ces séries de conversations qu'on a. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on l'a dit, on est en pleine conversation nationale. On se rappellera que la ministre, l'année dernière, avait clairement indiqué qu'elle souhaitait freiner l'étalement urbain et qu'elle propose une démarche qui va permettre d'adopter, comme l'a mentionné Florence, une stratégie nationale. Les axes qui sont traités concernent l'ensemble du système municipal québécois. Ça touche la gouvernance, la croissance urbaine, les milieux de vie, la ruralité, la finance et la fiscalité, bien sûr. Ce sont tous des éléments qui doivent être analysés maintenant sous le prisme de comment on peut ensemble, et j'attache une grande importance au mot « ensemble », réussir à freiner l'étalement urbain, comme je vais l'indiquer avec quelques acétates et que Philippe va développer ultérieurement, la CMM l'a réussi. On se retrouve un peu comme lorsque Mme Harel a entrepris sa réforme en 2000, où on voulait aussi freiner l'étalement urbain. On a créé les communautés métropolitaines, tant à Québec qu'à Montréal. Regardons maintenant la situation avec le territoire du PMAD. Tout le monde le connaît bien.
C'est un territoire de 82 municipalités avec 5 secteurs. La Couronne Nord avec ses 20 villes, Laval, la métropole du Québec, Montréal, l'agglomération de Longueuil et la Couronne Sud avec une quarantaine de municipalités. Et on a aussi nos 19 municipalités rurales, nos 14 MRC agglo, évidemment. Donc, c'est ce territoire-là qu'on a produit un PEMAD, mais surtout dans le cadre d'un processus collaboratif. Regardons maintenant à la prochaine acétate. Qu'est-ce qu'on a fait après 10 ans? Est-ce qu'on a réussi à freiner l'étalement urbain au sein de la CMM? Alors, si on regarde ce tableau, puisque quand on parle beaucoup d'étalement urbain, on a toujours cette impression-là de la maison individuelle, les jeunes quittent le centre, vont en banlieue, les coûts sont compétitifs, ils s'y installent. Est-ce que c'est le cas après 10 ans de PMAD? Alors, quand on regarde ce tableau-là, on peut dire maintenant que la croissance repose de moins en moins sur la maison individuelle, et ça, c'est sur tout le territoire de la CMM, et en particulier au niveau des couronnes. Donc, quand on regarde ce tableau-là, ce qu'on sait maintenant, c'est que la Couronne Nord, la Couronne Sud, Laval, l'agglomération de Longueuil et l'agglomération de Montréal se sont densifiés, et l'objectif du PEMAD, de se densifier davantage pour qu'il y ait des milieux de vie durables, pour favoriser le transport collectif et protéger les milieux naturels, bien ça nous donne une première indication qu'on est sur la bonne voie. Lorsqu'on regarde la prochaine diapo, on peut dire aussi, et ça je suis très fier et je pense que le Conseil de la CMM et toutes les villes le sont, on a atteint et même dépassé pour toutes les MRC la densité prévue pour 2031. Donc, en 10 ans, la grande majorité des MRC ont atteint leur cible de densité visée au PEMAD. Ça, c'est des données probantes qui démontrent que c'est possible de réussir à freiner l'étalement urbain lorsqu'on se fixe des objectifs et qu'on a du monitoring pour regarder la progression et faire les ajustements nécessaires. Lorsqu'on regarde la prochaine diapo, on constate également que le PEMAD prévoyait de concentrer les nouveaux ménages, les fameux 350 000 nouveaux ménages qu'on devrait localiser sur le territoire de la CMM. On voulait les localiser près du transport collectif, dans ces fameuses AirTOD. Bien, on a réussi la première tranche avec 41 % de la population qui y sont. Il nous reste maintenant à atteindre le deuxième objectif 2031 de 60 %. Et ce 60 %-là, il va être associé intimement aux investissements de transport collectif qui vont être faits dans le cadre du plan stratégique de développement de la RTM qui devrait être adopté prochainement. Lorsqu'on regarde les milieux naturels, ça c'est notre grande fierté, c'est un objectif qui est difficile à atteindre, 17 % de protection. Le fameux objectif Nagoya, on est toujours à 10 %, on a commencé autour de 8-9 %. Mais quand même, on a fait un grand bout de chemin grâce à la trame verte et bleue. On a acquis et protégé 810 hectares de milieux naturels. On a bâti une armature cyclable pour relier nos Montérégiennes avec le sentier Oka Mont-Saint-Hilaire. Et on travaille avec des projets complétés ou en cours, 65 projets de trame verte et bleue. Donc, on est en train de bâtir. À l'époque, on parlait de la ceinture verte. Cette ceinture verte que les groupes nous ont demandé, bien, elle est en voie de se réaliser via la trame verte et bleue. Donc, quand on regarde densité, quand on regarde concentration des ménages, quand on regarde protection des milieux naturels, le PEMAD a livré la marchandise et tout ça dans le cadre du périmètre urbain identifié au PEMAD, sans empiètement en zone agricole pour le développement résidentiel. Alors, quand on regarde maintenant au-delà du territoire de la CMM, bien, on constate de plus en plus que l'effort de densification qui a été fait au sein de la CMM, tant au niveau de la Couronne Nord et de la Couronne Sud, bien, on constate, quand on va regarder les données un petit peu plus loin, que la densification est plus faible dans le périmétropolitain. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par périmétropolitain? Bien, on parle des municipalités régionales de comté, des municipalités autour de la CMM, ce qui, dans notre jargon, ce sont les MRC qui sont couvertes par l'orientation 10 des orientations gouvernementales du gouvernement du Québec. La CMM a une population de 4,1 millions d'habitants
Et quand on rajoute le pourtour, c'est 4,9 millions d'habitants total. Quand on regarde le pourtour, ben, on s'aperçoit, quand on regarde la prochaine acétate, on s'aperçoit que le développement résidentiel repose encore sur la faible densité. Donc, quand on compare les couronnes de la CMM de 2015 à 2020, vous constatez que la part des maisons individuelles est à 18 % dans les couronnes nord et sud, mais elle est à 35 % dans les municipalités RMR et hors CMM. C'est ce qu'il faut maintenant commencer à regarder, comment on peut améliorer ce score en travaillant ensemble. Pourquoi? Bien, le premier point, c'est qu'il y a un fort pourcentage de travailleurs qui demeurent dans ces MRC, mais qui se rendent sur le territoire de la CMM. 32 % des travailleurs du périmétropolitain se rendent dans la CMM, mais 94 % s'y rendent en automobile. C'est un enjeu qu'il faut maintenant aborder de front. De plus, les gains migratoires 2015-2020, bien, on constate qu'ils proviennent, oui, de Laval-Longueuil, de l'île de Montréal, donc du centre, mais aussi et beaucoup des couronnes de la CMM. 56 % proviennent des couronnes de la CMM. Un enjeu qu'il va falloir regarder également. Si on tourne, s'il vous plaît. Suzanne? Oui, merci. Donc, là, ça a fait fling-flang. Moi, je suis rendu à celle-là. Merci, Suzanne. Donc, on sait que la population qui migre de la CMM vers le périmétropolitain, c'est 60 %, donc il y a moins de 45 ans. J'en parlais tout à l'heure. Le phénomène qu'on avait à l'intérieur de la CMM se produit dans le périmétropolitain. Et ce qu'on sait, je le dis et je le répète, 18 % la maison individuelle dans les couronnes, 35 % de la MRC hors CMM. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi les conséquences sur le territoire? Les coûts de congestion sont à 4,2 milliards, les temps de déplacement, 117 heures par année, et les GES qui augmentent. La CMM dit, maintenant, il faut trouver des pistes de solutions, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans le cadre d'une approche collaborative. Quelles sont-elles? Réviser les limites de la CMM? La CMM a fait 2 rapports sur cette question, et si on avait à le faire, si on respecte les règles de Statistique Canada selon les régions métropolitaines de recensement, on devrait intégrer dans le territoire de la CMM 12 municipalités. Donc, 275 000 habitants seraient rajoutés au territoire de la CMM. Évidemment, ça prend une décision des gouvernements supérieurs. Nous n'avons pas recommandé ce scénario parce que nous croyons plutôt que la démarche devrait être collaborative et devrait être faite dans le cadre de la planification conjointe entre la CMM et le périmétropolitain. La proposition de la CMM est de travailler sur des ententes aménagement, transport sur un horizon 2031 avec les MRC du pourtour, en incluant les règles d'aménagement selon les particularités du milieu, mais en fonction des objectifs de densité tels que la CMM l'a réalisé au sein de son PEMAD, intégrer une offre de transport collectif modulée en compagnie de l'ARTM, et nous proposons d'avoir un comité conjoint pour réaliser ces ententes afin de freiner l'étalement urbain dans le pourtour. Donc, je pense que ça termine ma présentation, Suzy. Merci, Massimo, pour cette présentation. Effectivement, un enjeu, un défi pour les prochaines années en ce qui concerne l'étalement urbain. J'aimerais juste attirer votre attention qu'il y a une autre question qui est accessible à votre onglet pour pouvoir y répondre. Et puis, j'aimerais peut-être revenir sur les résultats de la première question. Donc, combien ont déjà participé? 42 % ont déjà participé aux agoras métropolitaines, donc c'est quand même intéressant. On a plusieurs initiés à ce qu'est la CMM et ce qu'est le PMAD.
Pour le 58 l'autre 58 j'espère que les présentations vont vous permettre de vous familiariser davantage avec le territoire métropolitain et les enjeux qu'il y a dans la grande région métropolitaine, et puis de nous suivre sur les prochains webinaires aussi. Alors, je vais céder la parole à Philippe Rivet en ce qui concerne une présentation du 4e bilan du rapport de suivi du PMAD, ce sur quoi il travaille depuis la dernière année, comme j'ai dit, à compiler toutes les informations et toutes les données pour faire état de l'atteinte de nos objectifs. C'est une obligation qui est prévue à la loi aussi de faire rapport sur l'atteinte de nos objectifs. Alors, je vais céder la parole à Philippe Rivet qui vous fera la présentation de ce bilan. Merci. Oui, merci Suzy. Alors, bonjour à tous. Comme vous savez, à la CMM, on fait de la planification et toute bonne planification doit être appuyée par un suivi des cibles et des objectifs fixés. Alors, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui, après près de 10 ans de mise en œuvre du PMAD, les faits saillants du rapport de suivi 2012-2021, qui est maintenant notre 4e rapport de suivi à être publié depuis l'entrée en vigueur du PMAD en 2012. Alors, c'est un rapport de monitoring qui a pour objectif à la fois de rendre compte de l'état d'avancement vers l'atteinte des objectifs et des cibles, mais également d'orienter les pistes d'action à poursuivre dans le cadre de sa mise en œuvre, que ce soit avec le développement de différents plans d'action connexes ou avec la mise en place de programmes de financement notamment, et également d'alimenter les réflexions et les échanges dans le cadre de nos agoras métropolitaines, dont la 4e édition débute aujourd'hui avec ce séminaire. Alors, premier élément important à prendre en considération, c'est que pour que le PMAD ait un impact maximal sur le développement de la région, il faut que un peu comme le principe des poupées russes là, qui s'emboîtent une dans l'autre, que les objectifs et critères du PMAD soient transposés dans les schémas d'aménagement des MRC, sur lesquels les municipalités locales ensuite s'appuient pour la mise à jour de leurs plans et règlements d'urbanisme. Alors, lorsqu'on regarde la situation, on constate que la majorité des MRC de la CMM ont complété leur exercice de concordance au PMAD dans les 3 années suivant l'entrée en vigueur du PMAD. Donc, en 2015, c'était le cas pour 10 des 14 MRC de la région. Depuis 2017, 13 des 14 MRC ont complété leur exercice de concordance. La seule qui ne l'a pas complété, c'est la MRC de Deux-Montagnes, là, où cet exercice est en cours actuellement. À l'échelle des municipalités hors de la MRC de Deux-Montagnes, la quasi-totalité des plans et des règlements d'urbanisme s'appuient maintenant sur des schémas d'aménagement révisés et sont donc conformes au PMAD. Maintenant, ce qui concerne les objectifs et cibles que s'est donné le PMAD, un des principaux objectifs du plan, c'est de favoriser une densification résidentielle afin d'optimiser l'espace disponible à l'intérieur du périmètre métropolitain d'urbanisation. Donc, ici, sur la carte, en orangé, vous voyez le périmètre métropolitain d'urbanisation qui a été délimité avec le PMAD, dont l'objectif, c'est donc de créer des milieux de vie de qualité plus denses, plus compacts dans ce périmètre d'urbanisation afin de réduire la pression sur les milieux agricoles et naturels et également de favoriser les déplacements actifs et déplacements TC. Donc, pour favoriser une densification du territoire, le PMAD est venu, comme je viens de vous le montrer, délimiter un périmètre d'urbanisation, mais a aussi fixé des seuils minimaux de densité pour les MRC et les agglomérations. Donc, comme on le voit dans ce tableau et sur la carte, là, ce sont des seuils minimaux qui sont modulés dans le temps par période de 4 ou 5 ans et modulés également là, en fonction des caractéristiques du milieu, avec des seuils plus élevés dans les secteurs centraux que les secteurs plus périphériques. Alors, si on regarde les résultats pour la première période, soit 2011-2016, on constate que les seuils minimaux hors TOD avaient été
atteint ou presque atteint là, dans la plupart des MRC et agglomérations de la CMM. Pour la période plus récente, qui couvre 2017 à 2019, les seuils ont été largement dépassés presque partout, là, un peu comme Massimo le mentionnait. C'est quand même important aussi de mentionner, en fait, qu'ici, c'est une courte période, 2017-2019, donc un petit nombre de projets là, à très forte densité peut avoir eu un gros impact là, sur la densité observée. Mais cette densification du territoire, elle se reflète sur la typologie des logements construits et à l'échelle de la CMM, là, on constate depuis le début des années 2000 une augmentation constante là, de la proportion des mises en chantier qui sont des appartements en mode condo ou en mode locatif et inversement une diminution constante là, de la part des mises en chantier qui sont des maisons individuelles. Comme on voit dans le graphique, là, en 2020, là, c'est 86 % des logements mis en chantier qui étaient des appartements et seulement 7 % qui ont été respectivement là, des maisons individuelles ou des maisons jumelées ou en rangée. Ici, bon, un graphique que Massimo vous a présenté plus tôt, mais j'y reviens parce qu'il illustre bien là, que la densification s'observe dans tous les secteurs de la CMM, notamment parce que la part des mises en chantier des maisons individuelles est en diminution constante dans chaque secteur du Grand Montréal. Par exemple, c'est ça dans les couronnes nord et sud. Dans les 3 dernières années, c'est environ 15 % là, des logements construits qui sont des maisons individuelles. Mais il est important quand même de rappeler là, que la maison individuelle, unifamiliale, n'est pas pour autant en voie de disparition, là, même s'il s'en construit plus beaucoup. Tous les secteurs de la région se densifient, mais comme on le voit dans le graphique, les maisons individuelles représentent toujours là, environ les 2/3 de l'ensemble du stock de logements qu'on retrouve actuellement dans les couronnes nord et sud de la CMM. Un autre objectif au cœur du PMAD, c'est de favoriser le développement dans les aires TOD, donc des quartiers là, situés principalement autour des stations de métro, des gares de train de banlieue et des futures gares du réseau express métropolitain. La cible que s'est fixée le PMAD, c'est d'orienter 40 voire 60 % des nouveaux ménages dans les 159 aires TOD de la région d'ici 2031. Donc, l'idée, c'est de favoriser un développement de milieux de vie denses, compacts et mixtes où les déplacements actifs et les transports collectifs là, sont facilités. Lorsqu'on regarde le bilan, on constate que la cible de 40 % a été atteinte au cours des dernières années, donc a été atteinte jusqu'à présent. Notre objectif, c'est de 2031. Mais le PMAD prévoyait qu'avec des investissements majeurs dans le réseau TC, comme c'est notamment le cas là, avec le développement du REM, cet objectif devrait passer à 60 %. Donc, ce sera notre nouvel objectif là, pour les prochaines années, en fait, à atteindre d'ici 2031. En ce qui concerne la densité résidentielle dans les aires TOD, on avait aussi des seuils de densité spécifiques aux aires TOD. Elle est d'environ 54 logements à l'hectare, ce qui est 2 fois plus élevé que la densité hors TOD. Et la densité dans les aires TOD est encore beaucoup plus élevée lorsqu'on regarde seulement les logements construits depuis 2011, donc depuis l'adoption du PMAD. Pour cette période la plus récente, la densité des logements construits dans les aires TOD a atteint 108 logements à l'hectare et elle passe de 36 logements à l'hectare pour les aires TOD de la Couronne Sud à 185 hectares là, pour les aires TOD de l'île de Montréal. Mais malgré cette forte augmentation de la densité, ce n'est pas encore toutes les aires TOD qui ont atteint leur seuil minimal de densité inscrit au PMAD. Alors, comme on le voit sur cette carte, là, ça demeure encore un défi pour plusieurs aires TOD qui sont situées dans des milieux qui étaient déjà très peu denses, souvent situés là, à proximité des gares de train de banlieue.
Pour favoriser l'atteinte de ces cibles et pour appuyer aussi de façon plus globale la planification, aménagement, transport des aires TOD, la CMM participe au financement de projets novateurs TOD là, dans l'ensemble des secteurs de la région. Et depuis 2013, c'est 45 projets là, qui ont été financés dans le cadre du programme, incluant les 10 projets en cours là, actuellement. Un autre objectif au cœur du PMAD, c'est de voir hausser la part modale du transport collectif et du transport actif dans le Grand Montréal. Alors, la cible fixée par le PMAD, c'est de hausser la part modale du TC en période de pointe à 35 % d'ici 2031. Alors, les dernières données disponibles provenant de l'enquête Origine-Destination 2018 montrent une faible augmentation de la part modale du TC entre 2008 et 2018, qui est passée de 25 à 26 %. Donc, même si le Grand Montréal se positionne avantageusement comme la 3e région métropolitaine nord-américaine pour la part modale TC, juste après New York et Toronto, on demeure encore loin de l'objectif de 35 % pour 2031. Par contre, de nombreux projets TC importants sont en cours de planification ou de réalisation là, dans la région et devraient avoir un impact positif sur l'atteinte de cet objectif du PMAD. Et il est également là, important de mentionner que la mise en œuvre du plan stratégique de développement de la RTM, qui doit être adopté cette année, là, est un autre outil qui va favoriser l'atteinte de cet objectif. Différents indicateurs permettent de mettre en lumière l'importance de continuer à développer le réseau TC dans la région. On constate notamment que la congestion est très importante dans le Grand Montréal, mais aussi que c'est dans le secteur du transport routier que les émissions de GES augmentent le plus rapidement. Et également, le développement au pourtour de la région métropolitaine génère toujours plus de déplacements vers la CMM et des déplacements qui se font presque exclusivement en automobile. En matière de mobilité, toujours, le PMAD veut également favoriser les déplacements actifs et la CMM s'est fixée comme cible de hausser à 3,8 % la part modale du vélo d'ici 2031. Donc, les données les plus récentes indiquent que cette part modale est maintenant à 2,1 %, mais que la croissance observée là, ces dernières années s'est très concentrée, en fait, sur l'île de Montréal et même dans les quartiers centraux de Montréal. Donc, afin de stimuler l'utilisation du vélo partout sur son territoire, la CMM a adopté là, à la fin 2017 son plan directeur du réseau vélo métropolitain qui vient créer différentes connexions cyclables sur le territoire métropolitain. Ce réseau intègre notamment le sentier cyclable Oka Mont-Saint-Hilaire qui a été inauguré par la CMM en 2017 et qui permet notamment de relier les 3 parcs nationaux de la région. Et jusqu'à présent, là, 34 % du réseau vélo métropolitain est complété. Un autre objectif au cœur du PMAD est de favoriser la protection et la mise en valeur des milieux naturels. Alors, en ce qui concerne la protection, le PMAD a fixé comme cible de protéger 17 % du territoire du Grand Montréal d'ici 2031. Alors, globalement, la superficie totale protégée demeure relativement stable, un peu augmentée. On est rendu à 10,1 %. Mais ce qu'on observe, c'est que depuis 2012, le ministère de l'Environnement a retiré du registre 640 hectares d'aires protégées aquatiques, essentiellement des aires de concentration d'oiseaux aquatiques qui rencontraient plus les critères liés à la densité d'oiseaux lors des dénombrements. Mais par contre, au niveau terrestre, près de 1000 hectares ont été ajoutés aux aires protégées depuis 2012. Donc, ça comprend en partie les 810 hectares qui ont été protégés grâce notamment au programme de financement de la Trame verte et bleue, la TVB. Comme on voit dans le graphique, le nombre d'hectares protégés par le programme de la TVB a été particulièrement élevé dans les dernières années, avec des projets importants comme le domaine seigneurial à Mascouche,
ou le Grand Parc de l'Ouest là, sur l'île de Montréal. Et en plus des projets voués à la protection de la trame verte et bleue, la CMM a également participé à financer 65 projets de mise en valeur de la trame verte et bleue, donc, dont 13 sont actuellement en cours, là. Ces projets de mise en valeur regroupent notamment des projets d'aménagement de plage, des zones de baignade, de nombreux parcs riverains, et également le sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire, que je parlais tantôt, qui permet d'accéder à différents points d'intérêt de la trame verte et bleue. En matière d'environnement, je terminerai en mentionnant qu'on suit également l'évolution de la canopée et du couvert forestier. Couvert forestier qui a légèrement augmenté depuis 2011 et qui représente maintenant 21,4% de la superficie terrestre du Grand Montréal. C'est une augmentation là, qui s'explique notamment par l'accroissement de la cime des arbres qui a pallié là, dans les dernières années à la coupe d'arbres causée notamment par la grille du Frêne. Le PMAD travaille également à la protection et la mise en valeur de la zone agricole. Zone agricole qui est en vert sur cette carte, qui représente 58% de la superficie terrestre de la région. C'est une proportion qui n'a pas changé là, depuis l'entrée en vigueur du PMAD. Et la CMM a mis en place, là, avec ses partenaires, plusieurs outils pour mettre en valeur cette zone agricole, dont un programme de compensation financière aux municipalités rurales de la CMM, qui vise à appuyer financièrement les municipalités dont plus de 80% du territoire est en zone agricole. La CMM a également adopté en 2020 un plan métropolitain de la zone agricole qui vise notamment à favoriser l'accès, le développement des marchés aux produits agricoles métropolitains. Et la CMM participe également au projet l'Artère qui vise à jumeler des aspirants agriculteurs avec des propriétaires fonciers ou agricoles pour le transfert ou la création de nouvelles entreprises agricoles. Depuis peu moins de 2 ans, là, le programme a déjà permis 7 jumelages qui ont mené à des nouveaux projets là, agricoles dans la région. Maintenant, je vous ai présenté beaucoup de chiffres. En conclusion, je vais juste faire un petit résumé rapide là, de ce qu'on vient de voir. Donc, on constate que la concordance avec les outils de planification régionale et locale et le PMAD, c'est un long processus, mais qui est pratiquement complété. Ensuite, le développement résidentiel actuel dans le Grand Montréal est caractérisé là, par une densification du périmètre métropolitain d'urbanisation qui permet d'éviter l'empiètement en zone agricole. L'objectif de concentrer 40% des nouveaux ménages dans les aires TOD d'ici 2031 est pour le moment atteint, mais des efforts supplémentaires vont devoir être réalisés pour atteindre le nouvel objectif de 60%. On observe, comme l'a mentionné Massimo, là, des enjeux d'aménagement importants en matière d'urbanisation périmétropolitaine, notamment avec l'augmentation du nombre de navetteurs des municipalités du pourtour de la CMM qui viennent travailler sur le territoire de la CMM, généralement en véhicule automobile. Ensuite, le PMAD travaille à la protection ainsi que la mise en valeur de la zone agricole, qui représente 58% de la superficie de la région, avec la mise en place là, de plusieurs outils au cours des dernières années. En matière de mobilité, on constate, du moins avant la pandémie, là, une stabilité de la part modale du transport collectif, mais plusieurs projets importants en cours là, favoriseront l'atteinte du 35% d'ici 2031. Ensuite, enfin, en ce qui concerne la protection des milieux naturels, on est encore loin de l'objectif de 17%, mais l'augmentation des superficies terrestres protégées a été soutenue là, au cours des dernières années. Puis je terminerai aussi en mentionnant que la CMM travaille à la mise en place d'un registre métropolitain des aires protégées qui va permettre de comptabiliser différentes initiatives locales là, de protection des milieux naturels qui n'ont pas été prises en compte, qui ne sont pas prises en compte jusqu'à présent par le registre du gouvernement du Québec.
Alors voilà pour ce survol là, des faits saillants du suivi du PMAD 2012-2021. Je vous invite à aller évidemment consulter le rapport complet là, sur notre site pour plus de détails. Alors merci beaucoup. Merci Philippe pour cette présentation. On voit très bien que les différentes actions que la communauté mène portent fruit, mais qu'il reste quand même un certain travail à faire pour atteindre quelques objectifs, notamment en ce qui concerne les milieux naturels. J'aimerais aussi peut-être demander aux régisseurs d'afficher les réponses à la question 2. Qu'on avait en ce qui concerne le pourtour. Et puis, mon Dieu, je constate que plusieurs sont effectivement en accord avec le fait que l'étalement urbain peut fragiliser, voire annuler les effets ou les mesures qui sont mises en place dans la CMM ou les gains qui ont été faits. Alors, je pense qu'on pourra en discuter davantage à la table ronde et je vois aussi que j'ai plusieurs questions qui nous ont été soumises lors des 2 présentations. On pourra aussi revenir à la table ronde pour faire le point ou préciser certains éléments qui ont été présentés. Alors, sans plus tarder, puisqu'on a un petit peu d'avance sur notre horaire, ça va nous permettre peut-être un peu plus de temps aussi à la table ronde. On va tout de suite procéder aux commentaires et aux commentaires de M. Jérôme Normand en ce qui concerne les présentations qu'on vient d'avoir et aux impressions aussi. Merci à toi, Jérôme, la parole. Merci beaucoup, Suzy. Donc, en regard des 2 présentations qu'on vient de voir, je pense qu'on peut dire que l'expérience du PMAD démontre qu'il est possible de se doter d'orientation, d'objectifs communs pour un aménagement et un développement durable. Au début du PMAD, lors de son adoption, moi, j'y étais pas personnellement, mais je peux vous dire que j'en ai entendu beaucoup parler. C'était pas évident qu'on réussirait à se rallier, à établir un consensus autour de tels objectifs communs pour les 82 municipalités ensemble, puis adopter le PMAD. Mais force est de constater que il faut faire l'effort de travailler ensemble, de se concerter, qu'en fait, c'est pas mal le seul moyen d'avancer collectivement. Ça demande des efforts constants, de la bienveillance, de l'ouverture, la capacité de se challenger aussi, mais dans le respect, puis surtout selon les réalités de chaque MRC et municipalité. Mais ça se fait. Puis, je peux vous assurer, en commission de l'aménagement, c'est sûrement un des éléments sur lesquels on parle le plus puis qui revient le plus souvent, l'importance de ne pas faire du mur à mur, de prendre en considération la réalité de chaque MRC, chaque agglo puis municipalité, mais dans un contexte d'atteinte des objectifs métropolitains communs. Depuis l'entrée en vigueur du PMAD, les résultats sont là, on vient de le voir. Le développement résidentiel est marqué par une densification à l'intérieur du périmètre métropolitain d'urbanisation. Ça permet d'éviter l'empiètement sur les zones agricoles. Les seuils de densité ont été atteints et même dépassés, on l'a vu. L'objectif minimal, le 40%, de concentrer 40% de nouveaux ménages dans les aires TOD est atteint, mais on l'a dit, on a besoin d'efforts supplémentaires pour atteindre l'objectif optimal d'ici 2031 de 60%. Puis au-delà de la densité, il faut se rappeler qu'il faut assurer des milieux de vie qui sont durables, inclusifs, actifs, diversifiés, animés, dynamiques, mais surtout des milieux de vie agréables. En matière de mobilité, la part modale du transport collectif demeure stable à 25%. Ceci dit, Philippe vous l'a bien présenté, on a plusieurs projets importants et structurants en cours ou en voie de l'être au niveau transport collectif. Puis quand on le combine effectivement au plan stratégique de développement du transport collectif de la RTM, on est optimiste que ça va augmenter la part modale. Maintenant, quels seront les effets de la pandémie, c'est une autre question. Par contre, on ne se cachera pas que le défi est considérable, notamment avec la prise en compte de la pandémie, pour atteindre 35% du transport collectif. Puis il y a d'autres enjeux. Pour faire de l'autopromotion un peu de la commission de l'aménagement, on vient de recevoir un mandat du comité exécutif quant à l'intégration urbaine, par exemple, du REM, qui pose d'autres enjeux parallèles au déploiement d'un réseau de transport collectif structurant. En ce qui concerne la protection de milieux naturels, on est encore loin de notre objectif 17% Nagoya, mais c'est vrai, il reste beaucoup de travail à faire, mais les superficies terrestres protégées, vous l'avez vu, là, quand on fait le moins et le plus, ben, les superficies terrestres protégées ont beaucoup augmenté, puis ça, c'est grâce notamment au programme de la trame verte et bleue.
Bref, le bilan de 10 ans du PEMAD, on peut dire qu'il est nettement positif. Il faut toutefois maintenir le cap, il faut redoubler d'efforts en ce qui a trait aux objectifs plus difficiles à atteindre, dont je viens de vous parler. Puis, ça nécessite une mobilisation des acteurs qui est constante. J'en parlais, c'est le consensus, le travail collectif, la capacité de se challenger dans le respect. À la lumière des données récentes, il faut aussi surveiller de près la réponse qui va être apportée à l'enjeu de l'étalement urbain au pourtour de la CMM, dont Massimo nous a fait état éloquemment. Sans des correctifs, sans une planification d'ensemble, incluant le pourtour de la CMM, les gains résultant de la mise en œuvre du PEMAD pourraient être amoindris, voire annulés. Puis c'est ce que pensent aussi, je pense, les participants au webinaire d'aujourd'hui. Donc, dans le Grand Montréal Plus, il faut vraiment, vraiment s'y attarder. Puis mettre la lunette sur cette question. Merci. Merci, Jérôme. J'ai complètement passé à côté de la question 3. Le régisseur vient de me rattraper là-dessus. Je vous inviterai à répondre à une troisième question en ce qui concerne les objectifs du PMAD, à savoir quel objectif représente le plus important défi à relever pour la prochaine décennie, pas les prochaines, mais la prochaine. Et puis, on pourra revenir aux résultats de cette question un peu plus tard. Et sans plus tarder, Madame Florence Jonca-Deneau, je vous inviterai à formuler vos commentaires et impressions en ce qui concerne les présentations qui ont été faites tout à l'heure par Philippe et Massimo. Alors, merci Suzy. À mon tour de commenter, et puis ma première réaction, c'est de dire, 10 ans après la naissance du PMAD, est-ce qu'on aurait pu imaginer en 2010-2011 qu'on arriverait aux résultats que l'on a eu aujourd'hui? Je pense qu'à l'époque, on n'aurait pas pu se l'imaginer. Donc, il y a de quoi, je pense, être assez fier du chemin parcouru, qui est pas mal impressionnant, et qui a réussi à concilier ce qu'on appelle les intérêts collectifs, les buts collectifs, tout en respectant les particularités puis les objectifs locaux. Et c'est ça qui fait cette espèce d'harmonie dans le processus de décision de la grande région de Montréal. Et c'est assez unique et assez particulier parce que cela se fait de façon pas mal harmonieuse. Maintenant, moi, je voudrais revenir sur 2 ou 3 points de la présentation. Et le premier, c'est le lancement de la conversation nationale sur l'aménagement des territoires, dont l'objectif est d'adopter ce qu'on appelle une stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement. Cette dernière devrait encadrer, quand elle va être adoptée en 2022, la réforme de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ce qu'on appelle la LAU, qui a été adoptée en 1979, puis dont la révision des orientations remonte à 1994. Il y a 27 ans. Ça veut dire que depuis 27 ans et même plus, là, c'est cette loi qui encadre le travail d'aménagement des villes. Là, on est au 21e siècle. Bon, alors la CMM, les membres de la CMM ont tout intérêt à s'intéresser de près à cette conversation nationale. Tout d'abord, pour faire valoir ce qu'on appelle l'échelle métropolitaine d'intervention et l'expérience du PMAD, qui a démarré il y a 10 ans par une grande conversation avec les 82 villes de son territoire. Alors, quand on voit le gouvernement partir dans une grande conversation avec toutes les villes du Québec, ben on peut dire que peut-être que l'on a inspiré avec la conversation qui s'est tenue en 2010. Le projet de territoire du PMAD, on vient de le voir, on vient de le présenter, il est relativement simple et éprouvé. Une densification intelligente pour développer des milieux de vie durables, prenant en compte les changements climatiques, économiquement équilibrés, favorisant l'utilisation des transports collectifs et actifs, tout en protégeant les milieux naturels et bien sûr le territoire agricole. C'est ça qu'on vient de voir un peu dans les grands résultats chiffrés qui vont de toute façon continuer à devoir progresser. Tous les 2 ans, un monitoring réalisé, on vient de le voir, pour mesurer le chemin parcouru, faire les ajustements nécessaires, et une agora métropolitaine tous les 2 ans pour voir les résultats, renforcés par le dialogue, l'adhésion des élus et des citoyens, et continuer.
l'approche du PMAD aurait avantage à être appliquée à d'autres territoires du Québec. On n'a pas fait tout ça pour rien. Si ça marche, peut-être ça pourrait marcher pour d'autres. Mais il y a une autre raison pour laquelle les membres de la CMM ont intérêt à s'intéresser à la grande conversation. Et c'est peut-être un commentaire personnel, mais il serait malheureux que les orientations, objectifs et indicateurs retenus par la future stratégie nationale soient inférieurs à ceux que l'on retrouve dans le PMAD, mettant en cause les objectifs, efforts et résultats atteints depuis 10 ans. Et c'est pas neutre, parce que là, on va travailler à l'intérieur d'une stratégie nationale. Et cette stratégie nationale devrait être au bas mot aussi ambitieuse que le PMAD. Enfin, il y a une troisième raison pour s'intéresser à la conversation nationale, et ça tient à la fameuse révision de la LAU, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui a besoin sérieusement d'être adaptée au XXIe siècle, qui empêche même, dans certains cas, de prendre des bonnes décisions. En particulier, pour que la planification du territoire et les décisions qui en découlent se fassent obligatoirement en planifiant ensemble les choix de mobilité et en considérant les choix de mobilité, les choix de services, les choix de commerce de proximité et en considérant les impacts économiques, environnementaux, sociaux. C'est le cas dans à peu près tous les pays industrialisés. On pourrait le faire chez nous. Ça faciliterait sans doute aussi la vie de bien du monde et ça faciliterait l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs. Maintenant, je voudrais aborder quelque chose qui a commencé à être survolé dans les présentations qui ont été faites. C'est la pandémie que nous vivons. Elle n'était pas prévue dans les débats qui ont entouré la naissance du PMAD et les 3 agoras métropolitaines. Alors, ces conséquences agissent cependant comme un accélérateur de tendances qui étaient déjà en marche. Que ce soit l'achat à distance ou le télétravail, on se réveille pendant la pandémie, mais ça existait avant, c'était en progression. Puis, il nous appartient aujourd'hui de se dire, on peut les commencer à les tirer parce qu'on va sortir de la pandémie un jour, c'est quoi les réponses, les leçons positives que l'on peut tirer de tout ça? Alors, tout d'abord, dans l'après-Covid-19, il est probable qu'un pourcentage de travailleurs dans les secteurs où le télétravail est possible, ce n'est pas possible partout, donc en particulier les bureaux, ils vont conserver ce choix à mi-temps ou à plein temps, en augmentant l'exode urbain que l'on observe depuis 1 an. Et on peut faire l'hypothèse que l'achat à distance se maintienne et se continue. Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur nos réflexions au niveau du PMAD? Les centres des villes, en particulier celui de Montréal, demeureront primordiaux pour l'économie de la région, mais ils risquent d'être plus touchés car accueillent souvent une plus grosse concentration de bureaux où là, on peut mesurer qu'il y a un risque que le télétravail s'implante beaucoup plus fortement. Pendant la pandémie, pour garder les centralités urbaines vivantes, il y a eu des expériences urbaines parfois impensables avant la pandémie. Elles ont été implantées dans la joie, elles ont mobilisé la population, même si la distanciation était obligatoire. Le temps va être venu, pour faciliter la relance des centres-villes, d'appliquer au centre des villes de la CMM avec vigueur les principes du PMAD, et je les cite. Des milieux de vie renforcés, attrayants, vibrants, dynamiques, aménagés selon les principes du développement durable, où on trouve tout pour y vivre, ainsi qu'une diversité de logements, tout en offrant des expériences inédites. La pandémie, maintenant, plus largement a démontré la qualité de nos milieux de vie pour une plus grande résilience. Je pense que les citoyens, retenus chez eux, ils ont pris conscience de l'importance de leur environnement local, de l'achat local, des services locaux, d'une mobilité possible sans la voiture. Peut-être qu'une avenue à l'exode accru vers le périurbain serait de renforcer la qualité, la sécurité, l'accessibilité et la vivacité des quartiers mieux desservis par des services de proximité et une mobilité accrue.
On a dit tout à l'heure on a commencé à aborder le fait que la pandémie a sans doute fait très mal au service de transport collectif. Tout le monde essaie de lire dans la boule de cristal par les temps qui courent qu'est-ce qui va se passer après. On pourrait peut-être penser que la situation va progressivement revenir ce qu'elle était, mais il y aura probablement une diminution d'achalandage vers les centres-villes pourvus de bureaux et qui sont souvent les mieux desservis par les transports collectifs. Là encore, le PMAD propose des pistes super intéressantes. On les a vues tout à l'heure dans le bilan, des services de transport collectif et actif partout, la multiplication de quartiers aménagés en lien avec les TC, le déploiement de voies réservées aux autobus pour irriguer tout le réseau routier, local et gouvernemental, national. Le plan stratégique de développement de l'autorité régionale et l'annonce gouvernementale de 100 millions de dollars pour 200 kilomètres de voies réservées dans la grande région devraient accélérer ces actions. Les organismes de transport collectif devraient sans doute réfléchir aussi aux ajustements à faire, aux destinations à desservir, mais aussi au vieillissement accéléré de la population et à ses impacts sur les déplacements. La pandémie a également été un accélérateur pour mettre l'accent sur ce qu'on appelle la primauté de l'achat local et l'approvisionnement local. Toutes les politiques gouvernementales que l'on lit en ce moment sont en train de s'ajuster pour y contribuer. Puis le PMAD a une orientation fondamentale puis tout à fait pertinente. Nourrir le Grand Montréal localement pour le futur. La région métropolitaine a tout ce qu'il faut pour viser à atteindre cet objectif, à condition, comme la CMM le fait actuellement, à condition de lancer des chantiers de développement agricole et surtout de préserver précieusement la zone agricole pour ce faire. Maintenant, je me dirige vers ma conclusion. La pandémie a momentanément détourné l'attention de cet objectif incontournable qu'est la transition écologique. Or, nous arriverons à répondre à l'urgence climatique à travers un aménagement durable du territoire et en adaptant nos pratiques. Et moi, je fais personnellement le souhait que la mobilisation collective développée pour répondre à l'urgence sanitaire se maintienne pour appliquer différentes mesures visant à répondre à ce qu'on appelle l'urgence climatique. En somme, si on regarde où on est rendu, la crise actuelle n'a pas remis en question les choix d'aménagement préconisés par le PMAD. Au contraire, ces choix d'aménagement ont été confirmés, sinon renforcés pour les prochaines années. Donc, on a tout intérêt à maintenir le cap pour le projet de territoire du PMAD pour un aménagement durable du Grand Montréal. Merci. Merci Florence pour ces réflexions. Je peux confirmer que plusieurs se posent aussi certaines questions en ce qui concerne la sortie de la pandémie et on voit beaucoup de préoccupations en ce qui concerne le type d'habitat aussi qui est recherché et qu'on entend dans les médias aussi en ce qui concerne la résidence unifamiliale. Alors, on pourra revenir à la table ronde sur cette question-là. J'aimerais peut-être revenir, avant de tomber à la table ronde, d'avoir les réponses à la question qui a été posée en ce qui concerne les plus grands défis pour les années à venir. Je constate que, bon, bien, on a quand même l'augmentation de l'apport modal du transport en commun qui sera un défi. Effectivement, ce sera un défi puisque avec la pandémie, on a vu que l'achalandage a quand même chuté et que c'est un rattrapage qui est à faire. On a quand même le plan stratégique de développement du TC qui s'en vient prochainement de l'autorité, donc qui apportera quand même certaines solutions pour faire ce rattrapage-là et appuyer toute la planification de la CMM en ce qui concerne les quartiers TOD. Et on a aussi la protection des milieux naturels. Donc, de toute évidence, effectivement, c'est un objectif qu'on doit redoubler d'efforts et de se doter des moyens pour atteindre ce 17 %-là.
Et puis, j'aimerais peut-être qu'on passe aussi à une autre question en ce qui concerne l'application du PMAD. Je vous inviterai à répondre à cette question-là. En ce qui concerne l'approche du PMAD, peut-elle être appliquée à d'autres territoires? Donc, de voir si ce qu'on a réussi à réaliser au sein de la CMM est exportable ailleurs en ce qui concerne la planification et le développement des territoires. Donc, j'inviterais peut-être, je ne sais pas trop comment dire, mais tout le monde à apparaître à l'écran pour tomber en table ronde en ce qui concerne l'aménagement et la gestion de l'urbanisation dans le Grand Montréal. Je suis dans les questions. Je dois vous dire qu'on a reçu plusieurs questions en ce qui concerne la sortie de la pandémie, les impacts de la pandémie dans ce qui concerne la recherche de l'habitat plus unifamilial que densifié. Et puis, j'aimerais peut-être vous entendre là-dessus. On a entendu quelques impressions déjà, mais il y a des préoccupations à savoir la courbe qu'on observe sur le territoire métropolitain à la baisse en ce qui concerne la construction d'unifamiliales. Est-ce qu'on craint qu'elles viennent à augmenter avec les années à venir suite à la pandémie en raison de la recherche, ou bien croyez-vous qu'on peut offrir un type d'habitat qui permettra de répondre à la fois à quelqu'un qui veut un peu plus d'espace ou avoir un peu plus d'espace vert dans son secteur pour répondre à ces besoins-là? Donc, j'aimerais ça peut-être lancer la discussion avec le après-pandémie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait amorcer cette discussion-là? Je peux peut-être y aller. Moi, je dirais que, en fait, l'espace disponible là, dans la région métropolitaine est limité. Donc, il y a des choix à faire. Elle est limitée. Si on veut continuer à se développer, mais à préserver les milieux naturels et agricoles, on n'a pas le choix d'aller vers une densification. Ensuite, par exemple, c'est une densification qui doit être intelligente puis intégrer les différents éléments qui sont recherchés par la population, des espaces denses, mais avec beaucoup de verdissement, quand même des espaces publics. Donc, il y a façon, avec une mixité des fonctions également. Donc, il y a façon de faire des quartiers denses, mais intéressants, qui n'hypothèquent pas là, toute la richesse là, de nos espaces agricoles et nos espaces naturels. Ouais. Je vois Florence. Oui. Allez-y, Florence. Moi, je voudrais continuer dans le même type de réponse. Je pense que il faut arriver à trouver des solutions ou des offres diversifiées au niveau de l'habitation. Et un élément qu'on aurait intérêt à les regarder soigneusement, c'est que le parc, c'est comment actuellement et quels sont les habitants, les résidents qui occupent le parc de maisons unifamiliales. Je fais l'hypothèse, ne l'ayant pas calculé, qu'on va voir que c'est habité par la population peut-être plus âgée par rapport à la moyenne. Et il y a un mouvement actuellement qui commence ou qui s'accélère de vente des maisons unifamiliales, libérant de l'espace ou libérant des unités pour ceux qui veulent rechercher des maisons unifamiliales. Donc, avant de voir repartir le marché vers de l'unifamilial, il y a peut-être intérêt aussi à aller regarder comment ça se passe avec les âges. Je comprends qu'il va y avoir des programmes de maintien à domicile que les gouvernements vont vouloir faire pour les personnes qui sont plus âgées, mais il y a un mouvement actuellement. Maintenant, on ne peut pas... On voit ce qui se passe dans le périurbain. Il faut arriver aussi à trouver quelque chose qui puisse attirer ceux qui vont vers le périurbain, parce que s'ils ne trouvent pas des solutions alternatives et moins coûteuses dans la région métropolitaine, ils vont avoir tendance à aller mettre la pression sur le périurbain pour accéder à des maisons unifamiliales. Donc, il faut travailler sur plusieurs éléments en même temps, il me semble. Pour renchérir avec Florence, premièrement, il y a beaucoup d'éléments en amont pour répondre à cette question-là.
notamment le vieillissement de la population qui s'en vient graduellement, Florence l'indiquait, la trajectoire résidentielle. Donc, on sait très bien que le pattern, les jeunes recherchent quand même, les jeunes familles, d'avoir une maison unifamiliale, puis ils s'éloignent du centre. On connaît ça aussi. Quand on a fait le paiement, on s'est posé la question, est-ce que le stock actuel d'unifamilial est suffisant? Est-ce qu'il peut tenir le coup? Bien, la réponse est oui. Actuellement, on le voit bien. Le vieux stock va servir pour d'autres familles. Mais ce qu'il faut retenir aussi qui est important, c'est que maintenant, on ne peut plus regarder le territoire CMM à 82 municipalités, puisque le pourtour, les municipalités du pourtour et les municipalités de la CMM, maintenant, elles sont interdépendantes. Et si on peut partager cette vision commune d'avoir des milieux de vie diversifiés, ben ça donne de la place pour un marché diversifié. On l'a vu, la présence du pavillonnaire, comme Philippe l'a démontré, est présent encore. Il y a encore un marché pavillonnaire qui existe, il va toujours en avoir, mais ce qu'on constate avec la transformation démographique, c'est que de plus en plus, les empty nesters vont se localiser dans quelque chose de plus petit et les jeunes familles pourront s'y installer. Alors pour moi maintenant, c'est de dire, si on accepte ce milieu de vie diversifié avec des typologies différentes, comment on fait par exemple pour franchir les grands pas pour avoir plus de transports collectifs, diminuer l'usage de l'automobile, ben c'est là qu'il faut peut-être parler du modèle CMM et d'avoir des densités modulées selon les particularités du milieu, tout en respectant nos grands objectifs, qui est d'avoir un aménagement durable. C'est notre grand défi. Ce défi-là, il a été réussi à la CMM. Ben, il est maintenant temps qu'on le fasse avec le pourtour, avec les outils qu'on a. Et c'est important d'avoir un mix de typologies de bâtiments qui correspondent aux différentes clientèles. Donc, je pense qu'on tourne autour du pot, mais oui, c'est important d'avoir un mix, mais on ne peut plus maintenant penser à 82. Il faut penser à 82 plus 133. Donc, c'est le Grand Montréal Plus qui va travailler ensemble avec des outils d'aménagement qui peuvent se comparer à ce que le paiement fait. Merci, Massimo. Est-ce que, Jérôme, tu voudrais ajouter quelque chose là-dessus? Je pense que la conclusion est claire, c'est que vu les espaces disponibles et les objectifs du PEMAD, la courbe ne sera vraisemblablement pas inversée en termes de mise en chantier de maisons unifamiliales à l'intérieur du périmètre de la CMM. Mais, c'est ce que Massimo disait, l'exode vers des unifamiliales, au-delà du stock actuel qui effectivement peut être récupéré puis optimisé par des nouvelles familles, va se faire à l'extérieur du périmètre. Puis d'où la nécessité d'inclure le périmétropolitain dans la discussion avec des objectifs, des critères, puis une contraignance supplémentaire à ce qui existe en ce moment. Parce qu'effectivement, un relâchement aussi au niveau de la densité quand on souhaite atteindre l'objectif d'accroître la part modale du TC. Donc, on n'a pas le choix non plus de maintenir une certaine densité de population et d'emploi pour pouvoir assurer un service et un service optimal de transport en commun. Ce qui m'amène aussi sur... Peut-être, Suzy, pour le rementionner, en même temps qu'on bâtit ce modèle-là, les familles réalisent aussi qu'ils passent 117 heures par année dans la congestion. Parfait. Donc, ça, c'est pas durable pour personne non plus. Alors, il y a des contraintes, mais il y a aussi des avantages. Et il faut maintenant travailler sur les avantages. Oui, un territoire plus grand, mais les avantages, c'est pas d'être dans la congestion, de prendre beaucoup de temps pour te rendre au travail, puis de revenir à la maison fatigué. C'est pas ça qu'on veut. On veut un modèle plus convivial. Tout à fait. Ce qui m'emmène quand même sur la question, on parle du pourtour et on parle du développement ou du déploiement du réseau de transport en commun. Dans les questions qu'on a reçues, il y avait quand même une préoccupation sur l'effet d'entraînement qu'il peut y avoir de développer un réseau performant de transport collectif sur l'étalement urbain et la distanciation de plus en plus éloignée du centre de Montréal pour
l'habitation. Alors, est-ce que c'est une préoccupation qu'on doit avoir? De quelle façon qu'on peut trouver moyen de, oui, déployer un réseau de transport en commun performant, mais en limitant ces effets d'entraînement-là aussi pour l'éloignement des populations? Alors, j'aimerais vous entendre un peu là-dessus. Ah, pardon, excusez-moi. Florence, allez-y. Non, j'ai pas la réponse parfaite. Il n'y en a pas de réponse à une question comme celle-là parce que c'est relativement complexe. Mais il me semble qu'il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux. Un premier niveau, on a un territoire où on a déjà des activités qui sont installées. Puis on sait que pour aller de l'un à l'autre, hein, d'un lieu de destination à un lieu d'origine et vice-versa, on prend quand même la voiture pour 75% des déplacements en pointe. Alors, il y a un travail de fond à faire avant de penser à des grosses infrastructures, c'est de travailler beaucoup plus finement pour desservir mieux ce qu'on appelle développer l'offre de service, desservir mieux ce qui est actuellement installé sur le territoire. Et ça passe par un travail sur le terrain où on choisit les secteurs qui sont à desservir, on regarde où les gens vont travailler, où ils vont commercer, puis on augmente l'offre de service. Et l'outil à ce moment-là principal, c'est l'autobus, c'est les voies réservées, c'est les communautés de ce monde, c'est les taxis collectifs, c'est le vélo, c'est la marche, etc., selon les modalités. Ça ne coûte pas très cher, c'est facile, plus facile à implanter, ça a un effet assez marqué, parce que quand on regarde la récente histoire, les voies réservées avec des autobus, quand elles ont été implantées, elles ont toujours eu un succès auprès de la population. C'est mesuré, il suffit de demander à la STM, qui en a beaucoup, qui est rendu à, je pense, 408 km de voies réservées, ou il suffit de regarder le PASTEC, le programme qui avait été mis en place par le gouvernement de 2006 à 2013. Ça, c'est le niveau de base. Après ça, on saute facilement à dire ça nous prend des infrastructures lourdes pour desservir. Il faut faire très attention où on les installe. Parce qu'une infrastructure lourde, en soi, là, elle génère rien. Il faut qu'elle soit connectée avec des autobus, qu'elle soit connectée avec des taxis, qu'elle soit connectée avec des zones qui sont à développer. Donc, il faut choisir soigneusement qu'est-ce qu'on veut faire avec une infrastructure lourde. Et il ne faut pas doubler ou cannibaliser les systèmes de transport lourd qui existent dans la région de Montréal. Et il faut faire attention aussi qu'ils peuvent être, c'est ce qu'on appelle les infrastructures lourdes de transport collectif. Dans le jargon, on les appelle les autoroutes du transport en commun. Bon, il faut faire attention où on les fait passer. Et il peut y avoir des effets pervers, que ça puisse encourager l'étalement urbain. À deux niveaux. Oui. Moi, j'aimerais ça faire un petit lien de gouvernance. On a créé la RTM en 2017, mais on ne parle pas aussi de sa cousine éloignée. On a aussi créé EXO. EXO, c'est la société de transport des couronnes, finalement, responsable des trains et des autobus, appelons ça suburbains, de la région métropolitaine de Montréal. Donc, on a 4 OPTC, mais on en a une qui est dédiée aux couronnes et qui est un merveilleux véhicule, c'est le cas de le dire, pour également desservir le périmétropolitain. Avant 2017, on n'avait pas ça puisqu'on avait l'AMT qui était principalement responsable des trains de banlieue. Donc, on a une nouvelle gouvernance et là, on parle évidemment du lien, étalement avec mode lourd, tout ça. Je ne veux pas parler de cette section-là tout de suite. Je vais revenir à mon point d'étalement urbain où là, nous, on a 25 de transport collectif, mais dans le pourtour, on a 94 pas de transport collectif, là, où on utilise l'automobile. Il me semble que c'est un problème urgent qu'il faut régler pour égaliser, si je peux m'exprimer ici, rapprocher le pourtour
avec des besoins de transport collectif pour diminuer l'usage d'automobile. Alors, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que et l'autobus, c'est sûr, c'est le plus rapide des voies réservées. C'est probablement ce qu'on a besoin le plus vite possible avec le pourtour pour amener les gens qui travaillent à Montréal avec une bonne desserte de transport collectif. Mais pour y arriver, on doit un petit peu augmenter la densité. Et je trouve que c'est cet enjeu-là qu'il faut mettre sur la table parce que, en même temps, dans la CMM, on va avoir une discussion sur un plan ambitieux de 35, peut-être 40 milliards de transport collectif et de bien juger les gains et les pertes à faire. Mais de l'autre côté, dans le pourtour, c'est important d'agir maintenant parce que si on n'agit pas maintenant, et comme on a vu, ça prend peut-être une dizaine d'années pour améliorer la densité, pour améliorer l'offre de transport collectif, il va peut-être être trop tard. Donc, pour moi, c'est important là, de réfléchir avec les outils qu'on a à notre disposition maintenant, d'augmenter un petit peu plus la densité dans le pourtour, favoriser le transport collectif, puis d'avoir un terrain de jeu où les milieux de vie durables vont s'appliquer partout sur ce grand territoire-là. Merci. Est-ce que Philippe ou Jérôme voulaient ajouter quelque chose ou ça va de votre côté? C'est bon. Pour rester dans la dimension transport, on a eu une question en ce qui concerne les ententes d'aménagement transport qui sont proposées. Puis si on est confiant que cela va permettre de contrer le mouvement actuel des villes à l'extérieur de la CMM, qui certaines souhaitent se détacher parfois des services qui sont offerts. Alors j'aimerais peut-être entendre peut-être Massimo à cet effet-là en ce qui concerne les ententes d'aménagement transport. Ben là, je pense que c'est quand même un défi. On va l'admettre tout le monde, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est un défi, mais il faut le faire. Puis, moi, je veux dire, pour avoir vécu l'expérience avec beaucoup d'entre vous sur la création de la CMM, mais surtout sur la mise en place d'une approche collaborative pour avoir réalisé le PEMAD, si on est tous de bonne volonté, puis évidemment, la clé du succès, c'est les élus municipaux de ces territoires-là, on est prêt à amorcer un dialogue et à travailler ensemble. Je suis convaincu qu'on aura des ententes, on a les dispositions pour le faire. Puis je pense aussi que c'est le moment de s'apprivoiser, comme on l'a fait à l'époque du PEMAD en 2010. Je dis 2010 parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais on a commencé en 2000. Donc, c'est quand même un petit chemin de croix. Florence parlait de la LAU de 78-79. Nous, on a modifié notre loi de 2000 en 2010 pour se doter d'un cadre d'aménagement consensuel et qui contient évidemment des dispositions beaucoup plus proches de ce qu'on comprend, donc aménagement, transport, perspective de développement durable. Donc, moi, je crois que si on a une approche collaborative, qu'on partage la même vision de bien servir nos citoyens de part et d'autre, de procéder au virage de la transition écologique d'ici 2050, bien, je pense qu'on n'a pas le choix que de réussir ensemble cette merveilleuse réforme et surtout parce qu'on a des éléments de gouvernance qui nous permettent de le faire. La CMM est là, les MRC du pourtour sont là, les MRC de la CMM sont là. EXO est là, qui peut desservir, qui le fait déjà. Je pense qu'on a tous les éléments réunis pour avoir une approche aménagement-transport, comme le démontre le PEMAD. Et moi, je pense qu'on parle de 10 ans. Moi, je pense que dans la première tranche de 5 ans, on pourrait avoir des résultats positifs. Il faut réaliser aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a des villes dans le territoire du pourtour comme Saint-Jérôme. Saint-Jérôme a un réseau de transport local pour desservir sa population. Et comme vous savez, il y a le train qui fait la desserte jusqu'à Montréal. Saint-Jean-sur-Richelieu a déjà une ligne d'autobus directe au centre-ville. Donc, il y a des éléments là, qui font en sorte que c'est possible de le faire. Moi, je pense qu'il faut retrousser les manches, se mettre à travailler ensemble puis de se donner des résultats le plus tôt possible pour faire ce virage-là. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose en ce qui concerne ces ententes-là? Non, ça va. J'aimerais peut-être revenir à la question 4, savoir si le PMAD pourrait s'appliquer ailleurs. Est-ce qu'il est exportable? Je ne sais pas si on peut afficher les réponses ou si j'y vais avec les données comme on a indiqué. Donc, attendez, je vais grossir un peu. Pas bien long. Je crois qu'on est à 86 %.
en ce qui concerne ceux qui croient que c'est exportable ou applicable ailleurs. J'aimerais peut-être entendre vos impressions là-dessus sur le PMAD qui pourrait prendre forme à l'extérieur du territoire. Ben moi, ça me gêne d'en parler en premier. Là. Je peux bien en parler. Florence. Je peux bien en parler puisque j'ai assisté à la naissance. Quand on regarde le PMAD, à peu près, on regarde 3 choses. On regarde la démarche du PMAD, on regarde le contenu, puis on regarde les outils de suivi. Tout ce qui a été implanté, ajusté, puis on arrive aujourd'hui 10 ans après, on peut l'exporter dans d'autres régions. On peut l'exporter à Gatineau, on peut l'exporter à Sherbrooke, on peut l'exporter à Saint-Hyacinthe, on peut l'exporter même dans des unités plus petites. Parce qu'il se colle, il est capable de se coller à la réalité des objectifs d'un territoire. Alors, plus c'est petit, moins c'est complexe, puis moins les interventions vont devoir être prises par beaucoup d'intervenants. Alors, la méthode, elle peut s'exporter. Les objectifs, ben, il faut qu'ils soient adaptés aux particularités puis aux objectifs possibles de la région. Les moyens, ils vont avec. Puis l'outil de suivi, c'est très important, un outil de suivi, parce que ça permet vraiment de voir si les indicateurs, les objectifs, les indicateurs, comment ça évolue, comment ça marche. Ça donne de l'espoir, mais ça donne aussi ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut ajuster, où est-ce qu'il faut porter les priorités, etc. Ça s'exporte. Ouais. Mais je pense que Jérôme, tout à l'heure, avait dit quelque chose. En tout cas, si on parle de leçons, là, de comment exporter, là, Jérôme avait dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. S'il n'y a pas d'adhésion des élus, ça ne fonctionnera pas. Moi, je pense que ça, c'est essentiel. S'il n'y a pas de mobilisation citoyenne, on peut dire la recette, dans le fond, s'il n'y a pas d'adhésion des élus, ça ne marchera pas. S'il n'y a pas de mobilisation citoyenne, ça ne marchera pas non plus. Donc, ça, c'est quelque chose que c'est des humains entre humains qui établissent ces règles-là, puis qui veulent établir le dialogue. L'autre point, à mon avis, qui est nécessaire à l'échelle du Québec, l'avantage du PMAD. Je trouve vraiment que la loi de 2010 qui a permis d'introduire des objectifs dans la loi, ce qui n'est pas dans la LAU, et d'introduire le monitoring. Puis nous, on a ensemble collectivement ajouté une agora, mais ça te permet de quand même faire le point et de dire, bon, ben écoute, cette affaire-là ne marche pas, il faudrait corriger ça, pourquoi qu'on n'y arrive pas. Ça fait en sorte que ça demeure vivant. Puis dans le fond, l'autre point que je dirais qui m'apparaît comme essentiel, puis on le dit beaucoup dans la littérature, c'est d'avoir un projet de territoire. Alors moi, ce qui m'a fait le plus plaisir quand j'ai entendu Jérôme Florent, vous racontez le projet de territoire. Mais la CMM, sa petite histoire, ça a été de dire on veut des milieux de vie durables, avec des services de proximité, qui comprend un mix de logement social, d'autres typologies. On veut protéger l'environnement, on aimerait ça qu'il y ait plus de transports actifs puis collectifs. Puis on n'a jamais dit plus d'automobiles. Ça aussi, il faut le dire, là, parce que bon, on est quand même en Amérique du Nord. Puis c'est de trouver le bon mix qui fonctionne par secteur de la CMM. On peut comprendre là aussi plus dense, le transport collectif est beaucoup plus efficace. Puis ça favorise vraiment le transfert d'apport modal. On peut comprendre qu'en banlieue, c'est différent. Mais on trouve le bon mix, puis je pense qu'on est rendu. Puis c'est ça le défi de demain partout, c'est comment on augmente le transport collectif de façon chirurgicale pour s'assurer que le déplacement est le plus payant pour se rendre au travail ou pour d'autres motifs. Bien, c'est là notre défi à la CMM. Puis, quand je regarde à travers le monde, on a présenté le PMAD dans le cadre d'ONU Habitat. Les gens ont beaucoup aimé le PMAD. Je ne vais pas dire que ce n'est pas complexe quand je regarde l'équipe de Suzy, par sa simplicité, par une compréhension commune. Moi, je pense que c'est ça la source du succès. Puis, quand on parle de la conversation nationale, si on pourrait
si on pouvait, parler de ça simplement, puis que le citoyen puisse connecter avec ça, moi, je pense qu'on a des grandes chances d'avoir un projet de territoire québécois avec des objectifs communs selon les échelles. Merci. Est-ce que, Jérôme, je vois que tu as débloqué ton micro? Oui, tu sais, pour faire l'avocat du diable, il faut que ce soit simple, mais en même temps, je pense que le quatrième élément, tu sais, Florence nommait bien la démarche, le contenu, les outils de suivi. Puis l'autre aspect qui englobe tout ceux-là, c'est la gouvernance. Fait que si on exporte le modèle, bon, parlons du sujet qu'on a amené aujourd'hui, si on exportait le modèle du PEMAD en milieu périmétropolitain, quelle gouvernance on y accorde? Comment les élus locaux ils sentent qu'ils ont les mains sur le volant? Comment une coordination est faite avec la CMM? Tu sais, Massimo a survolé les différents scénarios tout à l'heure. Est-ce que c'est la CMM qui s'agrandit versus est-ce qu'on collabore, puis on échange, puis on se mobilise mutuellement? Mais la question de la gouvernance ne peut pas être simple dans sa construction. Ça demande de jeter des bases, de les challenger, de ne pas s'entendre, de trouver le meilleur compromis, de le mettre en application, de le tester. C'est ça qui prend du temps aussi. Fait que moi, je suis bien curieux de vous entendre d'ailleurs. Puis Massimo, peut-être tu peux renchérir un petit peu là-dessus sur quel modèle de gouvernance pour l'intégration d'objectifs du type PEMA dans zone périmétropolitaine. Oui, c'est un autre défi. Nous, premièrement, 82 municipalités de la CMM, 133 dans le pourtour. Donc, je pense que si on était mandaté, 82 plus 133, ça commence à faire pas mal de monde. Donc, c'est pour ça nous, administrativement, on avait recommandé de ne pas intégrer. On pense qu'il y a d'autres moyens de le faire. Bon. Les expériences européennes, on les connaît, les fameux contrats. Nous, ce qu'on s'est dit, avec les outils dont nous disposons, est-ce que c'est possible de faire, de créer une armature de collaboration qui permettrait d'atteindre des objectifs communs? Bon. Alors, on va répondre oui, on a la CMM pour l'aménagement, mais on a aussi les MRC qui font de l'aménagement. Mais comme on a des cadres d'aménagement différents, bien là, on a un problème de connexion entre nous. Est-ce qu'on peut trouver un couloir commun sur des thèmes précis pour favoriser l'objectif d'augmenter un petit peu le transport collectif? Alors, la réponse, c'est oui. Quels sont-ils? Bien, dans le cas qui nous préoccupe, c'est d'augmenter un peu la densité. Puis évidemment, en augmentant la densité, on peut faire la mise en place d'un service d'autobus pour commencer pour le rabattement. C'est ces deux points-là qu'on veut discuter, nous, avec le pourtour. Et s'il y a des ententes, bien, à ce moment-là, on va avoir atteint l'objectif. Maintenant, la différence entre des ententes actuelles de transport collectif, c'est qu'elles ne portent que sur l'offre de transport collectif. Ça ne porte pas sur l'aménagement. Mais ça fait des années qu'on parle d'intégration, aménagement, transport. Bien, on peut-tu prendre la peine de mettre dans ces ententes-là des objectifs de densification? Les objectifs de densification à la CMM, ce sont des seuils minimaux. Puis plusieurs maires, je vais me souvenir comment on a discuté pendant des semaines et des mois pour convenir du seuil minimal. La bonne nouvelle, c'est qu'on les a dépassés. Donc, peut-être on était trop minimal, mais la bonne nouvelle, c'est que ça a permis de rallier tout le monde à un objectif, puis après 10 ans, on est rendu là. Si on fait ça avec le pourtour, puis qu'on peut s'entendre, bien là, on va avoir automatiquement aussi la possibilité d'Exo, notre société de transport des couronnes, qui va pouvoir offrir ce service-là. Là, à ce moment-là, si tout ça fonctionne, bien, on peut modifier un certain nombre d'éléments en termes de gouvernance. Mais on n'est pas obligé de faire le grand voyage. Et je pense qu'on respecte l'autonomie des villes et des MRC également, mais je pense, puis c'est un peu le but de la conversation nationale, est-ce qu'on peut avoir un minimum d'objectifs communs pour ce même territoire? Parce que finalement, les limites de la CMM ont été basées sur la RMR, mais tu sais, dans toutes les études, la zone fonctionnelle parfaite n'existe pas. Puis on ne peut pas toujours terminer les phrases en disant, bon, on change la limite et puis c'est réglé.
C'est pas ça la réponse. C'est comment on peut travailler ensemble avec des mécanismes collaboratifs. Alors, c'est un élément de réponse, mais c'est certainement pas, on fait une grande loi, puis on est rendu une grande famille de... C'est pas les familles italiennes, là, je comprends, mais il ne faudrait pas finir avec... Bon, puis là, après ça, ça prend des proportions, tout ça, là. Hein? C'est peut-être 60 dont on parle. Bon, qu'à 5 millions sur 8, c'est quand même bon. Alors, vous avez compris ça, là. Mais il y a des pistes simples et efficaces. Il s'agit juste de créer ce dialogue-là. On avait commencé en janvier, mais on était dans la pandémie. Donc, c'est quelque chose qu'on veut relancer. Merci, Massimo. Je vois le temps qui file. On a déjà dépassé la période allouée pour la table ronde. Donc, il faudrait peut-être passer au mot de clôture, si vous permettez. Je vous remercie pour ces échanges qui étaient fort intéressants et qui répondaient en bonne partie aux questions qui nous ont été soumises parce qu'on en a eu plusieurs. On a fait des amalgames en ce qui concerne peut-être les questions, mais les réponses ont assurément permis d'apporter des éléments aux personnes qui les ont posées. Alors, je passerai peut-être au mot de clôture. Avant de céder la parole peut-être à Massimo pour vous lancer l'invitation aux prochaines activités, j'aimerais peut-être dire que, souligner depuis près de 10 ans, bien, la CMM et ses 82 municipalités se sont effectivement dotées de saines règles d'aménagement et de développement du territoire avec l'adoption du PMAD et la transposition de celui-ci dans les outils de planification régionaux et locaux, comme on a pu le voir. Oui, le bilan 2012-2021 démontre que d'importants gains ont été faits. On est sur la bonne voie, mais il reste encore du travail à faire au cours de la prochaine décennie pour améliorer certains aspects. Je pense notamment aux questions d'inclusivité, diversité, de qualité. Pour les milieux de vie, il y a peut-être un effort qui est à faire de ce côté-là, d'atteindre aussi l'ensemble des objectifs fixés, dont le 35 % pour le transport en commun, 17 % de milieux naturels. Je retiens par ailleurs que les gains réalisés peuvent toutefois être fragilisés, voire annulés si tous ne mettent pas l'épaule à la roue pour un développement durable du territoire, notamment en ce qui concerne l'étalement urbain, de quelle façon de le freiner, que l'on observe actuellement dans le pourtour de la CMM. Alors, le défi à relever passera nécessairement par une collaboration accrue des parties prenantes afin de créer une réelle alliance stratégique entre la CMM et les MRC du pourtour qui sera profitable à tous, à l'ensemble de la région métropolitaine. Je vous laisserai peut-être sur ces mots-là et aussi un dernier mot à Massimo en ce qui concerne les prochaines Agora métropolitaines et le prochain webinaire. Merci. Bien, merci, Suzy. Merci pour ton animation, Suzy. Fort apprécié. Jérôme, Florence, merci d'avoir été là, d'avoir accepté à courte échéance et de dire qu'on a quand même apprécié votre travail comme coprésident de l'Agora et on a bien hâte de reprendre ça sous une autre forme que virtuelle. Personnellement, moi, le virtuel, là, je ne sais pas, parce que l'origine italienne, on aime bien les contacts, alors je ne sais pas si ça va revenir, ça. Donc, merci pour votre présence. Philippe, beau travail. Écoutez, notre prochaine Agora virtuelle est un spécial, dans le fond. C'est un spécial avec l'Ordre des urbanistes du Québec. Donc, Madame la présidente, Madame Valérie Plante, va prononcer une conférence là, qui porte sur la gestion de l'urbanisation et les défis à relever pour la CMM d'ici 2050. Donc, ça va être un moment important là, où la présidente prend la parole à l'Ordre des urbanistes du Québec. L'Ordre qui a travaillé très fort dans chaque moment de la loi sur l'aménagement, la loi de 2011 qui n'a pas été adoptée, avec l'Alliance Ariane. Je lance aussi un coucou à l'Alliance Ariane qui doit être très fière d'avoir cette conversation nationale. Et ça se poursuit après. Il y a d'autres événements qu'on va vous annoncer, mais il y aura un autre événement sur la croissance urbaine, plus spécifiquement avec les maires des couronnes qui vont échanger sur cette question-là, revenir un peu sur ce que Jérôme disait, comment eux, ils voient ça, cette gestion de l'urbanisation. Et la mobilité et le financement, ça va être, on n'a pas parlé aujourd'hui, beaucoup parlé de transport, mais un des enjeux, c'est comment on finance les déficits d'exploitation. Donc, on va regarder ça avec le président de la commission de transport. Il y aura également des milieux de vie et un dossier qu'on aime beaucoup à la CMM, la ruralité, donc notre fameuse entente avec nos municipalités rurales.
et tout le dossier de la sécurité alimentaire qui est très à propos avec la transition écologique à venir, se nourrir au Québec avec des aliments du Québec. Donc, on va parler de ça, Suzy. On vous remercie tous et toutes. Merci d'avoir été présents. Et puis, on ne lâche pas. C'est important, l'urbanisation, et on sera toujours au rendez-vous. Merci à tous et à toutes, et au plaisir de vous revoir. Merci. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt.